Bonsoir. La demande de passeport de Laurent Gbagbo, introduite depuis plusieurs mois auprès des autorités compétentes, reste toujours sans suite. L'avocate de l'ex-président ivoirien est montée au créneau pour dénoncer, selon elle, des machinations à des fins électoralistes. On en parle tout à l'heure dans le Live Actu. Le service public ivoirien fait souvent l'objet de critiques des usagers. Les Ivoiriens se plaignent de sa lenteur et du manque de professionnalisme de certains de ses agents. Par ailleurs, notre administration, elle, fait face aujourd'hui au défi de la modernisation. À l'ère du numérique, les citoyens attendent plus de facilité et de flexibilité dans l'établissement du document administratif. Pour parler du fonctionnement de l'administration et des challenges à relever, nous recevons aujourd'hui M. Roger Félix Adom. Il est ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public. Analyse et débat, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Comme tous les soirs, nous sommes présents à vos côtés et dans vos cœurs, chez vous à la maison. Encore une fois, merci, merci de nous recevoir. Et notre The Team, elle est au taquet, elle est au grand complet. Explosion de couleurs, vous l'avez remarqué sur ce plateau aujourd'hui. Edith Boubleu est en rouge. Vermillon. Rouge vermillon. Wow. J'ai fait les arts plastiques à l'école. Ah, c'est vermillon. Donc, ok. Sophie Aïda est en bleu royal. Royal. That's right. Ok. Ah, oui. Moi, je vois que deux couleurs. Mais bon. Rayana, donc, attendez qu'on arrive à vous. Non, l'explosion de couleurs. Mais oui, déjà. J'en vois que deux. C'est donc Rayana Assi est en noir. obscur. Noir obscur. J'ai pas fait les arts plastiques. Ah oui, d'accord. Noir obscur. Et Serge Kouachi bavardais. est en noir, moins obscur. Sombre. En sombre, Très en sombre. noir. Noir. En noir, en noir, en noir. N-W-A-R. Voilà, noir. Comme la The Team qui s'écrit Z-E-T-I-M. En tout cas, on est au taquet, on est boosté, on est très en forme. C'est fort pour vous proposer aujourd'hui. Assurez-vous une émission qui restera dans vos cœurs. Je peux vous assurer. Ah, l'équité. Bien sûr. Ok. Yes. Je vois que tu as préféré les cœurs à la formule adéquate. Oui, exactement, exactement. Je me suis dit, à un moment donné, il faut changer un peu. Ça apporte des couleurs aux différents mots qu'on utilise. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec votre permission, mesdames, messieurs. Les points saillants de l'actualité, c'est maintenant et c'est dans le Live Actu. Notre premier point concerne le passeport de M. Laurent Gbagbo. Toujours pas ou peu de nouvelles de ce passeport de l'ancien président ivoirien. Pourquoi, Edith Brou? Oui, effectivement, l'ex-président Laurent Gbagbo est toujours sans nouvelles de son passeport ordinaire demandé fin juillet à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Belgique. Ce mardi 25 août, ses avocats se sont rendus à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles pour faire le point sur cette demande de nouveau passeport déposée le 28 juillet dernier. Et dans un communiqué de presse diffusé par l'avocate de Laurent Gbagbo, maître Habiba Touré, elle a déclaré: le consul nous a répondu que notre demande avait bien été transmise à Abidjan et qu'il fallait encore attendre leur réponse. Je précise que ça fait près d'un mois. Cette situation est aussi absurde que surprenante. Une demande de passeport est un acte administratif ordinaire qui ne devrait pas dépendre des autorités politiques. Pour nous, il s'agit d'un refus de lui délivrer son passeport dans le seul but de l'empêcher de rentrer en Côte d'Ivoire. Pour maître Habiba Touré, la demande de lever des conditions de liberté soumises à la CPI par son client avait pour objectif de permettre à son client de pleinement apporter sa contribution à la réconciliation nationale qui est, selon lui, est un impératif en Côte d'Ivoire. Et toujours selon l'avocate maître Habiba Touré, l'obtention de son passeport participe au respect des libertés publiques fondamentales auxquelles devrait avoir droit tout ressentissant ivoirien. Le président Laurent Gbagbo n'entend pas renoncer à son combat politique qui est d'agir pour les libertés. Elle a conclu dans ce communiqué. N'oublions pas que le 29 juillet 2020, le ministre et porte-parole du gouvernement, Sidi Touré, avait déclaré lors d'une conférence de presse qui s'était tenue au palais de la présidence: notre chancellerie, l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles, nous a informé de la réception d'une requête à Bruxelles. Et il nous a informé de cette demande de passeport de service. Et le dossier est en cours de traitement auprès des autorités compétentes, en commençant par l'ambassade de Belgique. C'est un Ivoirien comme un autre,
a-t-il toujours précisé, il recevra ces documents après la procédure de traitement. C'est tout à fait normal. Donc on pourrait se poser la question de savoir pourquoi ça met autant de temps, pourquoi n'a-t-il toujours pas de réponse, pourquoi le gouvernement met autant de temps à réagir. Et peut-être que ma question pourrait paraître absurde, mais faudrait-il pas le laisser finalement revenir dans son pays, sachant que dans l'article 22 de la nouvelle constitution ivoirienne, aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil. Et surtout qu'il pourrait revenir dans son pays, purger sa peine d'emprisonnement de 20 ans. Exactement. Allez, moi, mon point de vue sur ça, c'est qu'effectivement, enfin, je vais essayer de partir de l'absurde un peu comme toi dans tes réflexions. Je me dis que peut-être que, on va dire, la modernisation de l'administration aujourd'hui ne nous permet peut-être pas d'avoir des documents facilement et En moins d'un mois. Peut-être. Je répète que je veux bien partir de l'absurde, mais bon, notre invité de ce soir nous précisera ces faits. Mais sinon, je pense qu'un Ivoirien et tout Ivoirien a droit à un passeport quand il en fait la demande. Et donc, je crois qu'un mois, ça fait quand même beaucoup. Et au-delà du fait que ce soit simplement un Ivoirien, ce serait tout de même de lui délivrer ce passeport, je veux dire, serait un acte d'ouverture à la réconciliation et pour faire taire au moins les mauvaises opinions. Bien sûr, c'est un droit. Son passeport, il dit je veux mon passeport. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Déjà, quand il a demandé son passeport, on lui a notifié. On l'a rassuré. On l'a rassuré, on lui a dit on a transmis. Et quand on vient redemander, on dit oui, on a encore. En fait, c'est la même réponse. On a transmis et les autorités d'Abidjan sont en train de traiter le dossier. Traitement. Ça me fait penser lorsqu'on va. Est-ce que ça prend autant de temps en général pour obtenir un passeport? Voilà. On suppose que c'est à l'étranger, on suppose que ça peut mettre un peu plus de temps que 72 heures, 10 jours. Voilà, moins de 72 heures. Moins de 72 heures. Soyons gentils. Une semaine, 10 jours encore, pas de problème. Mais un mois, ça fait beaucoup. Je pense que on a le droit de se poser des questions. Ce serait important dans un effort de réconciliation nationale, en tout cas, de pouvoir, en tout cas, lui donner une réponse. Déjà, ce serait important de lui donner une réponse. Et pourquoi pas, j'essaie de rêver un peu, pourquoi n'irait-on pas le chercher avec le gouvernement présidentiel Parce que l'impression que ça donne, c'est que justement, on est peut-être dans une... Parce que eux, le sentiment qu'ils ont aujourd'hui, c'est qu'on est en train d'empêcher Laurent Gbagbo d'avoir son passeport. Mais pourquoi c'est le sentiment qu'ils ont. Il a une peine à purger de toutes les façons, donc il ne représente pas forcément un obstacle. En tout cas, cette démarche-là a un autre avantage, c'est de mettre un nouveau coup de pression pour dire, bon, on est venu la première fois, vous nous avez dit c'est un traitement, on revient pour prendre des nouvelles, vous nous dites on a transmis, ben, s'il vous plaît, faites vite. C'est exactement quand lorsqu'on va demander un document administratif dans un service public, on va nous dire, OK, revenez demain, revenez le lendemain ou après-demain. Voilà. Je pense que très franchement, notre invité sera là et il aura toutes les questions pour, mais c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Mais ce serait, au moins à ce niveau-là, on a des réponses. Quand vous arrivez la semaine d'après, on vous dit non, c'est pas encore prêt, passez dans une semaine. Il faut peut-être communiquer aussi, comme ça éviterait des communiqués de presse où on expose ce pays-là aux yeux du monde. Une réponse claire et avec un dossier pareil qui, à mon humble avis, fait un peu honte quand même, je veux dire. Parce que... surtout peut pousser, on va dire, des partisans, à des interprétations, des fans à... Alors, l'information, c'est qu'à l'étranger, quand vous faites une demande de passeport, donc vous avez entre 30 et 45 jours pour pouvoir l'obtenir. Ça peut être plus tôt, mais sinon, dans 30-45 jours, donc je crois qu'ils sont... Mais donc c'est parfait, ils ne sont pas encore dans... Je pense qu'il a encore le temps de pouvoir avoir une réponse définitive, en espérant qu'elle soit positive. En fait, pourquoi est-ce qu'on ne lui donnerait pas son passeport, quoi? C'est juste ça la question. Donc, pour au moins faire taire les mauvais débats, on va dire. Bon, on va retenir l'ouverture à la réconciliation, c'est une expression. À la réconciliation, je pense que ça sera un signal fort, en tout cas, du gouvernement ivoirien de permettre à un de ses enfants de revenir dans son pays. Quand on regarde ce qui se passe un peu à l'affiche, je pense que le mot du jour ou le mot de la semaine, ou l'expression de la semaine, ça va être cohésion sociale. Cohésion sociale. Sophia Aïda, les élections présidentielles à venir et la situation actuelle intéressent les États-Unis. Oui, effectivement. Donc, d'après un communiqué de presse qui date de ce mardi 25 août 2020, donc les États-Unis d'Amérique exhortent la Côte d'Ivoire à mener des élections transparentes, inclusives et libres. Donc, ils démontrent clairement leur engagement en soutien à ces élections qu'ils ont qualifiées d'historiques et justement à travers plusieurs points, notamment en indiquant, je cite, qu'il appartient au peuple ivoirien de décider de l'avenir de son pays. Ils ont aussi rajouté que c'est à la
au Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire de décider de la question du 3e mandat qu'ils ont mis eux-mêmes entre guillemets du président Ouattara. Et puis, ils ont souligné, je cite, que les libertés d'expression, de rassemblement et d'association sont au cœur d'une démocratie fonctionnelle et que la répression et l'intimidation n'ont pas de place en démocratie. Alors, grosso modo, les États-Unis se sont voulus donc conciliants en exhortant tous les partis, groupes et individus à s'abstenir de toute violence et de tout discours à la haine. Par contre, moi, justement, oui, bon, tu peux rajouter ce point-là parce que moi, je veux revenir. Je disais qu'ils ont également demandé que des enquêtes définissent les responsabilités des uns et des autres dans les dernières violences et même qui ont entraîné des morts. Donc, ils ont appelé quand même le gouvernement à mener des enquêtes. Voilà, mais par contre, moi, s'il y a un point qui me pousse à la réflexion, c'est vraiment le point sur les rassemblements. Parce qu'on voit bien, depuis le début de la pandémie et l'affaire George Floyd, qu'aux États-Unis, il y a plusieurs manifestations qui s'enchaînent. Et voilà, on voit bien qu'eux-mêmes, ils ont un petit peu, on va dire, du mal à gérer pacifiquement ces manifestations. Donc finalement, est-ce que c'est plutôt dire faites ce que je vous dis, mais pas ce que je fais, quoi. Pour aller dans ce sens-là, moi, ce qui m'a marqué dans cette déclaration, dans ce communiqué de presse, c'est que nous exhortons les forces de sécurité à respecter et sauvegarder les droits de tous les citoyens, y compris celui de participer à des manifestations pacifiques. Bon, alors, l'hôpital qui se moque de la charité, parce qu'en ce moment, très franchement, aux États-Unis, les forces de l'ordre et de sécurité n'arrêtent pas de faire bavure sur bavure. On se demande, bon, allez, comme on le dit, les États-Unis, c'est les gendarmes du monde. Donc ils ont peut-être le droit de nous donner des conseils, c'est pas mal aussi. Ils ont précisé manifestation pacifique. C'est vrai qu'il faut protéger, il faut encadrer, mais il faut également parler également de ces manifestations qui malheureusement dégénèrent. On arrive à l'escalade donc avec des destructions de biens physiques, avec des pertes en vie humaine. On a eu le cas de la cour familiale de l'artiste ivoirien David Taïro, qui a été complètement incendiée, qui se trouve à Divo, alors que la famille... Il a dit lui-même dans ses propos, ni sa famille n'ont participé aux marches. Donc, c'est un point aussi à prendre en compte. La question plutôt, c'est... Non, totalement. Moi, j'ai une question pour vous. C'est que vaut ce communiqué des États-Unis? Moi, je dirais qu'en général... Après, ça porte à commentaire, mais les États-Unis s'expriment très rarement sur la situation politique en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est une sortie. On ne les avait pas entendus, en tout cas depuis le début de toutes les actions concernant la CEI. Et on n'a pas vu, en tout cas, on n'a pas encore entendu officiellement, je vais dire, la France, par l'entremise en tout cas de son ambassade, ou peut-être du président de la République, faire une déclaration sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Donc c'est déjà un point à prendre en compte. Et aussi, comme l'a dit Sophie, ils ne sont pas exempts de tout reproche concernant la gestion des manifestations, mais ils n'ont pas interdit des manifestations, en tout cas sur leur territoire, depuis le début de celles concernant George Floyd, le Black Lives Matter. Oui. Je pense que mais en même temps, oui, vas-y. Pour répondre à justement ta question, que vaut ce communiqué, je suppose que, étant donné que les États-Unis sont peut-être partenaires financiers et collaborent étroitement justement avec les Nations Unies, la finance une partie des élections, des élections, peut-être que c'est la raison pour laquelle ils ont pensé qu'il était bon de donner leur avis. Après, ça reste qu'un communiqué, c'est pas une injonction. Je veux dire, ça reste de la sympathie des pays, amicalement. C'est dans l'intérêt du monde, on va dire, de la planète, que chaque pays puisse aller aux élections et en paix, dans toute la tranquillité. Donc voilà. C'est pas pour répondre à la question de quoi se mêlent les États-Unis dans notre affaire. Non, c'est un pays ami qui dit bon bah écoutez, chez vous, très chers amis, j'aimerais bien que vous puissiez. Voilà, on peut nous également envoyer un communiqué de presse pour dire aux États-Unis, chez vous également, j'aimerais bien que les forces de l'ordre puissent respecter les droits de tous les concitoyens afro-américains. Par exemple, on pourrait se on a le droit. On a le droit. Évidemment, c'est un pays ami, donc c'est pas de l'ingérence. En même temps, on ne finance pas les élections, donc du coup. Voilà, c'est ça aussi. Ou bien on finance rien là-bas. C'est les recommandations. Ce sont des conseils, c'est l'ambassade des États-Unis. Et je pense que, en tant qu'en diplomatie, on a aussi la possibilité de pouvoir jeter un œil, un regard et démontrer notre intérêt. Montrer notre intérêt. Ils l'ont dit dans leur communiqué, c'est un soutien aux élections apaisées. Très franchement, si vous ne voulez pas que les gens se mêlent de nos affaires, les gars, allons-y aux élections tranquillement, arrêtons de casser, arrêtons de marcher et puis arrêtons de nous faire honte.
Et puis prenons nous-mêmes en charge nos élections. Voilà qu'on y est. Si ça coûte cher. Rayanassi, 413 fonctionnaires et agents de l'État sont menacés de radiation. Tout à fait. Et on se demande pourquoi. Alors, des opérations de contrôle physique, donc de présence au poste, ont été effectuées, donc ont été entreprises par les directeurs des ressources humaines de plusieurs institutions et ministères dans le pays. Eh bien, il en est ressorti, après la phase de pointage, que 413 fonctionnaires et agents d'État n'étaient pas à leur poste, donc ils sont accusés d'abandon de poste. Donc, dans le droit ivoirien, l'abandon de poste ne désigne rien d'autre que l'absence injustifiée et prolongée d'un salarié qui quitte son poste du jour au lendemain, sans prévenir ni indiquer une éventuelle date de retour ou un motif valable d'absence. Je crois qu'il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire. Alors, les fonctionnaires et agents d'État concernés, justement, sont menacés de radiation des effectifs de la fonction publique. Et en plus de ça, seront considérés comme démissionnaires à partir du 15 septembre 2020 s'ils ne reprennent pas dans l'immédiat leurs différents services. En tout cas, ce sont les informations qui ont été évoquées dans le communiqué de la fonction publique. Parce que ce que ça ne dit pas tout de suite, c'est qu'ils ne sont pas à leur poste, mais on continue de les payer en fait. Ah, exactement. En fait, je me rappelle d'une tante qui me disait à l'époque, ah oui, en tout cas quand je cherchais, j'étais encore à l'université, tu peux devenir fonctionnaire de toute façon, là-bas même si tu ne gagnes pas beaucoup. Tu peux aller 1 ou 2 fois et puis tu es sûr d'être payé jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu prennes ta retraite. En tout cas, on voit bien qu'il y a des audits qui sont faits justement pour s'assurer que tout le monde est bien à son poste, donc pas payé pour rien. Et puis moi, il y a quand même des chiffres qui ont attiré mon attention, donc on va venir sur juste 2 données. Quand on regarde un peu la répartition des agents concernés, on va voir que le ministère qui est le moins touché par ces cas d'abandon, c'est celui de la construction, du logement et de l'urbanisme, où on a répertorié un seul cas. Pourquoi tu ris, Brice ? Il faut y aller rapidement. Sur le plus touché qui a attiré notre attention. Alors, le plus touché, c'est celui du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Pourquoi, Edith ? La santé et l'hygiène publique qui a quand même enregistré 206 cas d'abandon de poste sur 413, ce qui représente près de la moitié quand même des cas. Et puis le deuxième plus touché, ce sera le ministère de l'Éducation nationale, s'il vous plaît, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui a enregistré quand même 93 cas. Donc ce sont des chiffres assez quand même alertants. Mais en tout cas, on est rassuré de voir que la fonction publique prend à cœur ce schéma-là. Surtout que le thème aujourd'hui de notre discussion avec l'invité, c'est la lenteur des administrations et tout ce qui tourne autour. La bureaucratie. C'est ça. On a ainsi fait le tour de l'actualité nationale et internationale. En tout cas, je vous propose maintenant de découvrir la phrase choc du jour. C'est dans le lu, vu et entendu. Notre lu, vu et entendu aujourd'hui nous vient du journal L'Expression. Le quotidien a titré aujourd'hui à sa une « À 2 mois du scrutin, Soro abandonne les urnes pour les armes ». C'est une phrase armée. Ouais. Voilà. Je pense que c'est dangereux de faire ce genre de une. C'est vrai il y a beaucoup de médias qui utilisent le racolage pour avoir beaucoup de ventes concernant leur... Parce qu'on sait que les Ivoiriens sont très titrologues. Oui, titrologues, ils ne vont en même temps, ça pas sont bons, ils sont mauvais côté. Exactement. Et utiliser une image qui date des événements... 2007 oui, c'est ça, 2007. 2007. Exactement. À Bouaké, bon, je trouve que c'est un peu... C'est tendancieux. Cette image-là, je pense m'en souvenir. Oui, et c'est une image... un symbole de paix. C'était un symbole de paix. Oui, bien sûr. L'arme qui tient justement dans la main était censée être brûlée. L'opération de démobilisation. Exactement. Donc cette arme-là devait être brûlée. D'ailleurs, il n'était pas seul à brûler cette arme-là, puisque je pense que sur cette même photo, on devrait avoir, si on l'a en entier, le président de l'époque, le contexte, Laurent Gbagbo, avec une arme également, qui était censée être brûlée. Donc je trouve que c'est un comportement qui n'est pas responsable du tout. On n'arrête pas de le dire sur nos médias qu'il faut désarmer les cœurs, désarmer les plumes. Il faut faire en sorte que les gens soient dans une accalmie. Actuellement, on est dans un phénomène de fake news où uniquement avec une pareille, on parlait de titrologue, quelqu'un qui ne s'est pas hasardé à prendre, à acheter le journal pour lire le contexte, le contenu, va aller colporter cette information et la transformer en fake news. Sur cette une-là, on n'a pas seulement que cette photo, puisqu'elle est partagée avec le dépôt de candidature du président Alassane Ouattara à la CEI. Donc ils l'ont titré également et ils l'ont cité pour dire qu'on ira à des élections apaisées. Et juste en bas, vous avez ça.
Allez, c'est mordre et souffler, comme on dit. Je veux dire, très franchement, à nos amis de la presse écrite, hein, à tous les médias, y compris nous, hein, il va bien falloir à un moment qu'on désarme nos plumes, qu'on mette nos passions de côté, parce qu'il faut savoir qu'on est lu, vu et entendu par tout le monde. Et nous avons un vrai devoir de conscience aussi, quoi, parce que demain, il va falloir se poser la question, si jamais ça brûle, qui a mis de l'huile sur le feu. C'est important d'alerter l'ANP, l'organe de régulation de la presse, pour éviter d'avoir ce genre de une qui se répète. D'ailleurs, les journalistes sont en train... Ils ont un rôle vraiment très important, justement, ils sont dans tout ce contexte. Oui, ils sont en train d'être formés. Donc l'UNESCO a entamé depuis lundi dernier une formation, donc un séminaire de formation des journalistes. Il faut qu'on arrête. Non mais laissez terminer la dame, s'il vous plaît. Madame, terminez. C'est pas moi. Je vous laisse terminer. Je vous permets de terminer. Donc l'UNESCO a entamé depuis lundi dernier un séminaire de formation des journalistes sur justement leur rôle et leur responsabilité pour des élections apaisées, parce que ce sont eux qui relaient l'information donc à la population, et c'est eux qui ont justement cette facilité de manier l'information. Et on a connu des cas de journalistes qui sont utilisés. Juste parce que c'est pas la première formation. Donc du genre, on est en face de personnes qui savent bien leurs responsabilités. Ça, en fait. Et au-delà même des formations, je veux dire, on est des hommes. Allez, même si on n'a pas la déontologie du journalisme, on est des hommes, on est des Ivoiriens, on vit dans ce pays-là. Et on sait très bien que ce qu'on est en train de faire, c'est dangereux. Alors moi, je vais peut-être pas incriminer les journalistes, parce que je me dis que bon, allez, c'est des presses privées, elles peuvent faire entre griffes ce qu'elles veulent, mais je vais me retourner vers l'organe régulateur pour dire attention, si vous n'avez peut-être pas vu, nous on vous le montre sur ce média qui est Live TV sans filtre, et prenez vos responsabilités, quoi, parce que je pense que ça doit pas passer comme ça. Serge parle d'attiser, d'amener à la violence, c'est pas faux, mais parce qu'on voit que c'est un peu partisan ce qu'on lit. L'ex-chef rebelle menace Bédier et les Gordes, donc ça envoie tout de suite à une certaine division déjà des partis. Voilà. C'est très irresponsable. Numérisation des fichiers, création de sites internet, les services publics ont depuis quelques années amorcé leur modernisation. Qu'en est-il exactement? On va suivre ensemble cet élément et on en parle juste après. Pour moi, c'est pour le retrait. Non, certificat de nationalité. C'est presque comme cela tous les jours au guichet de nos administrations publiques. De nombreuses tracasseries, des attroupements, une lenteur indescriptible pour ne serait-ce que se faire délivrer un simple document administratif de base. Ce matin, au palais de justice à Abidjan-Plateau, Roland Apata paie les frais de cette lourdeur administrative. Le problème, c'est pour un retrait de certificat de nationalité que j'ai déposé depuis le 30 juin. Ils ont dit non, que c'est une semaine après qu'ils vont finir de traiter le dossier. Une semaine après, je suis venu, je n'ai pas pu retirer mon dossier. Il n'y a pas de date fixe pour que tu puisses retirer ici un dossier. C'est grave. Longtemps critiquée pour sa lenteur et son manque de transparence, l'administration ivoirienne vieille de 60 ans a opté ces dernières années pour la modernisation de son système d'accès aux services publics. Avec le site internet servicepublic.gouv.ci, les citoyens pourront faire leur demande d'actes en ligne avec un délai de délivrance assez court. Ce portail regroupe également d'autres plateformes comme l'OSEP, l'Observatoire du service public. Bonjour et bienvenue à l'Observatoire du service public. Je suis Cathy, comment puis-je vous aider s'il vous plaît? On peut saisir l'OSEP via le call center, on peut saisir l'OSEP via le portail du citoyen Milieu, on peut saisir l'OSEP via le mail, on peut saisir l'OSEP par échange direct qu'on appelle le chat. L'usager peut nous demander une information pour une procédure administrative. Comment établir un acte, comment procéder pour avoir un document administratif. Nous sommes assez outillés pour pouvoir donner les informations à l'usager. Pour allier le virtuel au physique, le ministère de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du service public lançait à Yamoussoukro le 18 août dernier la première maison du citoyen, un guichet unique de service public. Le but sera vraiment de réduire la fracture numérique et aussi la fracture territoriale. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des fois, il y a des actes sur lesquels les citoyens sont obligés de quitter leur ville, leur endroit pour venir à Abidjan. Donc on veut réduire la fracture territoriale. La modernisation de l'administration publique ivoirienne constitue un choix stratégique pour accompagner tous les chantiers économiques du pays. Cependant, la vulgarisation de ces outils auprès du public pourrait éviter les nombreuses plaintes des usagers et en finir avec les réseaux de corruption établis dans la délivrance de documents administratifs.
Rappelons que c'est un document des équipes du journal télévisé, c'est un reportage signé Nokana Paleka. On va refermer maintenant notre dossier du TOL qui a accueilli notre invité. Monsieur Roger Félix Adam nous a rejoint. Il est ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public. C'est notre invité. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous ce soir, autour de cette table. Au TOLC. Monsieur le ministre, qu'est-ce que cela implique pour l'État d'avoir un ministère dédié à la modernisation de l'administration et du service public? D'accord, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ce ministère, il est nouveau. Il existe depuis environ 3 ans maintenant. Donc ça démontre déjà la volonté politique de moderniser l'administration, de faire en sorte que les souffrances des usagers clients soient moindres. Donc il y a eu des habitudes. Donc l'administration ivoirienne existe depuis près de 60 ans maintenant, mais il faut que nous ayons dès à présent des outils modernes qui nous permettent donc de travailler en toute simplicité, que les usagers clients puissent venir être satisfaits et que nous puissions les servir rapidement et avec le plus dans les meilleures conditions possibles. Monsieur le ministre, moi je dis c'est naturel. Hein. Créer un ministère juste pour ça. Je veux dire, quand on a l'administration qui existe, on dit à un moment donné, il va falloir moderniser. C'était naturel. Mais de la créer spécifiquement un ministère... Quelle est la place du ministère de l'économie numérique dans ce projet? Il y a deux différences. L'économie numérique, c'est vraiment l'économie. Donc c'est l'économie qui est externe, donc l'économie nationale, l'économie numérique. Donc ça passe dans le mobile banking, tout ce qui est Orange Money, enfin Orange, je ne parle pas de notre société, mais tout ce qui va dans le mobile banking. Et puis aussi qui va aller vers l'interconnexion des différentes entités de l'administration, enfin pas l'administration, de l'État de Côte d'Ivoire ou de la Côte d'Ivoire. La modernisation de l'administration, c'est vraiment l'administration ivoirienne. C'est l'État qui se dit, voici mon fonctionnement, comment est-ce qu'il faut que je l'améliore? Donc il y a vraiment des différences. Donc l'économie numérique, c'est vis-à-vis de l'extérieur. La modernisation de l'administration et l'innovation du service public, c'est interne à l'administration et au service public. Ok, merci Monsieur le ministre. Le 14 juin 2020, lors de votre visite aux populations d'Abengourou, d'Anansué et d'Amélékia, vous avez déclaré « Aujourd'hui, nous sommes à l'heure du digital et des nouvelles technologies. Il faut que l'administration soit à l'ère du digital comme dans les pays industrialisés dans certains pays africains. » Comment comptez-vous concrètement opérer cette transformation digitale au sein du service public ivoirien, sachant qu'en général, les humains sont réfractaires au changement et surtout assortis de leur zone de confort? Quels sont vos objectifs? Oui, ben déjà, comme c'est à rentrer dans l'ère du digital, c'est la première chose. Maintenant, après, vous dites que les humains sont réfractaires au changement. Oui et non. Je prends aujourd'hui les téléphones mobiles n'existaient pas il y a 20 ans, ils existent aujourd'hui. Tout le monde en a un, voire deux. Donc, bien évidemment, on doit aller vers le... Mais le changement prend toujours du temps. Vous êtes un ancien des télécoms. Oui, ça prend du temps, oui et non. Je veux dire, à partir du moment où on a cette volonté, on veut changer, donc... Et quand on se rend compte que ça leur facilite la vie? Donc, je termine ma phrase en disant qu'on ne peut pas avoir des méthodes anciennes et des outils modernes. Donc, il faut les deux. Donc, bien évidemment, la modernisation, le fait de se dire, je crée ce ministère, j'ai cette volonté politique qui montre que l'État doit être modernisé avec des meilleures méthodes de travail, en simplifiant les procédures, c'est nécessaire. On a parlé dans le reportage des défis de la sensibilisation à l'usage de ces différents services comme la Maison du Citoyen. Est-ce que vous avez prévu une véritable campagne derrière? Oui, il y a une campagne qui a commencé, donc bien évidemment, puisqu'on en parle aujourd'hui, donc j'espère que votre audience est suffisante pour que la population... Je vous rassure, quand vous allez sortir de ce plateau, vous saurez que vous êtes passé. D'accord, donc bien évidemment, donc voilà, donc c'est un point, et puis après, il y a toute une campagne de communication avec les différents outils, avec l'Observatoire, avec la Maison du Citoyen. Donc voilà, donc il y a les outils pour préciser, pour présenter aux Ivoiriens tout ce que nous faisons de bien pour eux. Sophie. Alors justement, Monsieur le ministre, en parlant de tout ce que vous faites de bien pour eux, les citoyens se plaignent de la lenteur administrative et des coûts liés à l'établissement des différents actes administratifs. Alors comment est-ce que votre ministère y apporte des réponses? Donc, voilà, donc bien évidemment, donc, il y a des lenteurs, donc ça ce sont des constats. Aujourd'hui, il y a ceux qui ne vont pas. Mais on ne va pas rester sur le constat. Donc non, on prend date pour l'avenir, pour améliorer les choses. Donc si vous voulez, pour expliquer, je ne vais pas vous raconter la politique de mon ministère, mais on va travailler sur 5 axes. Le premier axe qu'il y a, ce sera la politique de la modernisation. Donc, tout avoir un cadre stratégique de la modernisation. Premier axe. Le second axe, ça va être au niveau des organisations. C'est de savoir comment l'administration va être centralisée, déconcentrée, décentralisée. Ça, c'est le second axe. Le troisième axe va être au niveau des méthodes et des procédures. Donc, comment est-ce qu'on va simplifier les procédures? Vous parlez de lenteur. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait, j'ai un acte qui est prévu pour une semaine, il est plus long. Comment faisons pour respecter les délais et pour définir des délais de délivrance des documents? Le quatrième axe, ça va être la technologie. Donc vous avez la dématérialisation, vous avez la digitalisation, on a des téléphones aujourd'hui, les sites internet qui n'existaient pas il y a quelques années, comment on les utilise pour délivrer les services le plus rapidement possible.
Et le 5e axe, ça va être les hommes et les femmes. Comment on va s'assurer que les hommes et les femmes qui travaillent dans l'administration sont au fait de ces nouvelles technologies, sont formés, ont la capacité à répondre rapidement, on savent accueillir les clients quand quelqu'un vient, que ce soit une entreprise ou un particulier, qu'on sache répondre avec les meilleures manières possibles et puis que la personne reparte la plus satisfaite possible. Donc voilà les 5 axes de travail. Je ne sais pas si c'est assez clair. Mais... Le 5e axe, justement, on a vu dans la vidéo, je pense que ça nous a un peu étonné, la dame qui répondait de manière très très polie, très courtoise. Donc, pas de surprise. C'est normal pour toi et poli de la Oui, mais c'est rare. Hein. Ah non, c'est pas rare, la preuve. Ça se fait de plus en plus, on va dire, aujourd'hui, et ça fait plaisir. Quelqu'un dit que ce n'est pas à cause des caméras. Non, c'est naturel. C'est dans notre ADN. D'accord. On va le tester. En tout cas, parlant de constat, il y a un autre constat qui est fait, c'est que la Côte d'Ivoire aujourd'hui occupe quand même une place donc de 106e au rang mondial en matière de corruption dans l'administration publique. Comment est-ce que vous intégrez justement cette lutte justement contre la corruption dans votre bien évidemment, donc aujourd'hui, quand on prend l'État de Côte d'Ivoire, il y a d'abord l'autorité de la bonne gouvernance qui existe, donc il y a des règles. Au niveau de mon ministère, il y a aussi un domaine au niveau de l'éthique, donc sur lequel on va donc dans quelques semaines, on va finaliser la charte de l'éthique. Et cette charte de l'éthique là va être partagée à tous les agents de l'administration ivoirienne et en relation avec l'autorité de la bonne gouvernance. Et grâce à cela, on va déjà donner certains leviers sur les pratiques à avoir et à ne pas avoir. Après, il y a aussi les contrôles, évidemment. À partir du moment où le coût des actes sera défini, tous ces actes-là seront dématérialisés sur des sites et on aura des plateformes de paiement, ce sera beaucoup plus simple. Donc, voilà. Donc, il y aura une forme de traçabilité. Justement, la plateforme de paiement permet de faire la traçabilité. C'est quand c'est manuel, il n'y a pas de traçabilité. C'est un reçu papier, bon, on peut le créer, il peut disparaître avec la pluie, il peut le déchirer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de contact humain en ce qui concerne la réception de l'argent. Il y a moins de contact. Il y a moins de contact humain en tout cas. Il a répondu pour moi. C'est bien, vous êtes bien, vous. Pourquoi je suis Au final, c'est la solidarité masculine. Non. Je me suis dit, bon, je ne peux pas vous laisser tout seul. Ah non, mais ne vous inquiétez pas, je suis bien avec elle. Ne vous inquiétez pas. C'est très bien. En tout cas, pour revenir à un point que vous citiez tout à l'heure, c'est les ressources humaines. On parle de modernisation de l'administration, mais c'est important, ces ressources humaines. Elles ont besoin d'être formées, elles ont besoin d'être outillées, elles ont besoin d'être, j'ai pas envie de dire, mises à jour dans certains cas. Qu'est-ce qui est prévu de façon très concrète pour ce point, monsieur le ministre? Donc, déjà, on travaille en collaboration avec la fonction publique, le ministère de la fonction publique, qui bien évidemment gère les agents de l'État. Et puis, donc, ce qu'il faut faire, ce qui est important, c'est de définir des cycles de formation. Bon, vous savez qu'on a l'ENA, donc l'École nationale d'administration, qui a des cycles de formation, mais il faut mettre ces cycles à jour. Et bien évidemment, à partir du moment que toutes ces nouvelles technologies seront dans les cycles de formation, naturellement, les ressources humaines de l'administration seront formées. Et après, il y a aussi la notion de formation continue. C'est-à-dire qu'on a des programmes de formation. Enfin, moi, j'en ai vu dans le cadre du budget 2021, certains ministères qui ont précisé des cycles de formation, de comment est-ce qu'on peut former les agents, les mettre à jour, enfin, mettre les compétences à jour sur différents niveaux de domaines de compétences. Et ça va aller sur les domaines, ce qu'on appelle la compétence technologique, technique, et aussi la compétence relationnelle, qui est aussi importante. J'ai une question à poser. On voit souvent certains ministères ou certains cadres de ministères qui, même sur leur cas de visite, ont des adresses qui sont en @gmail, en @yahoo. Est-ce à dire qu'avec votre implication, tous ces agents des ministères auront définitivement à utiliser des adresses en e-gouv, en gouv.ci? Oui, tout à fait, c'est l'objectif. L'objectif, c'est que vraiment l'administration ait sa plateforme de communication, de mail. D'intranet également. L'intranet, la plateforme électronique. Donc déjà, quand on prend servicepublic.gouv.ci, c'est un site internet, on a un intranet et puis qu'on fonctionne avec des adresses du gouvernement. Donc, mais ça aussi, ça nous oblige à avoir une bonne politique de sécurité informatique pour être sûr que les sites ne seront pas piratés, ainsi de suite. Donc tout ça, ce sont des chantiers qui sont en cours, en collaboration avec le ministère de l'économie numérique. Une des raisons de cette modernisation-là, c'est de réduire la lenteur, c'est j'ai envie de dire, de tuer la corruption. Qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui, la corruption? Déjà, l'objectif, c'est de satisfaire nos clients. Ouais. Voilà, ce n'est pas la lenteur ou pas de lenteur, c'est que nos clients soient satisfaits. Donc quand ils ont besoin de l'administration, ils en repartent satisfaits. Après le coût de la corruption, bon, ça, je ne suis pas même de vous donner les montants, puisqu'il y a différents organismes qui sont le mieux placés que moi pour le faire, mais il n'y a pas forcément besoin de corruption. Je veux dire, à la rigueur, le plus important, c'est de dire, je vais vers un service public, j'ai besoin d'un document ou d'un acte que l'administration me doit en tant que citoyen.
Et l'administration vous le délivrera dans les délais sur lesquels on n'a plus besoin de donner 1000 francs, 2000 francs à quelqu'un pour pouvoir accélérer une procédure. C'est pour ça que je parlais de long terme. Après, souvent, ça vient de nous-mêmes. Ah, mais c'est bien pour répondre pour moi maintenant. On est bien ici, au final. Non, je n'ai pas fini ma phrase. Pas que de nous-mêmes, parce que parfois on est sur le fait accompli, on a besoin d'un document et l'agent va nous dire « Ah, moi je ne peux pas vous le délivrer, sauf d'ici un mois. » Ou sinon, si vous me filez quelque chose, peut-être Ah bon, on vous dit ça directement, on l'a dit directement. Ah, bien sûr, ça arrive. Ah bon, ça se fait ça arrive. Non, bon, je comprends, je plaisantais. Donc, ce sont des mauvaises pratiques et on fera en sorte qu'elles n'existent plus. Parce que vous avez parlé de satisfaction, parce que je pense que c'est un élément de langage, vous n'avez pas voulu mettre en avant la corruption et la lenteur, mais si moi je suis un usager du service public qui est satisfait, c'est parce qu'il n'y a plus de lenteur et c'est parce qu'il n'y a plus de corruption. Tout à fait. Okay. J'ai bien répondu? Absolument. D'accord, très bien. La prochaine question, elle est de Rennes. Hein. C'est ça. Alors moi, je voulais savoir comment est-ce que vous comptez mettre en place l'interconnectivité au sein des services administratifs, hein, quand on sait que tout le monde n'est pas forcément éduqué à cela. Comment est-ce que vous comptez mettre ça en place? Bon, déjà, l'interconnexion, on va le faire, c'est en collaboration avec le ministère de l'économie numérique, arriver à un projet qui existe, qui est en cours, où tous les sites de l'administration, aussi bien en Abidjan qu'à l'extérieur d'Abidjan, donc sur la Côte d'Ivoire, seront interconnectés. Donc il y a un projet qui est en cours là-dessus. Après, c'est la formation, comme je disais. C'est qu'en fait, c'est qu'on ne peut pas avoir des anciennes compétences avec de nouvelles pratiques. Donc bien évidemment, il y aura des mises à niveau qui feront que les agents sauront l'utiliser. Donc, comme on disait tout à l'heure, il y a le problème de facteur au changement. Donc il faudra améliorer la conduite au changement. Ce sera le point principal, le facteur clé de succès. Ça va passer par énormément de formation. Ils sont intelligents, ne vous inquiétez pas, les agents sont intelligents, donc ça sera vite. Alors, monsieur le ministre, sur une échelle de 1 à 10, à combien évaluez-vous le niveau de digitalisation de la fonction publique aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut voir, il y a beaucoup d'initiatives. Donc ne pensons pas que tout est manuel. Je sais qu'aux impôts, ils ont des initiatives, au Trésor aussi, au niveau du guichet unique du commerce extérieur, donc il y a beaucoup d'initiatives. La seule chose qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on harmonise tout ça. Il faut qu'on partage les bonnes pratiques. Donc je pourrais difficilement vous donner un niveau, bon, puisque au final, vous allez voir qu'il y a beaucoup de travail encore manuel. Donc je ne peux pas vous donner un niveau aujourd'hui. Mais notre objectif, c'est de définir le niveau et après ça, prendre des engagements d'année en année pour arriver au plus vite à 10 sur 10. Dernière ligne droite de notre rendez-vous. Nous sommes toujours avec M. Félix Roger Adom, ministre de l'administration. Il faut que je prononce. De la modernisation de l'administration. Et de l'innovation. De l'innovation. Du service public. Merci, monsieur le ministre. Non, je vous promets, je n'aurais pas dit l'administration du territoire. Je vous promets. Monsieur le ministre, pour revenir à vous, votre ministère a procédé le 18 août dernier à Yamoussoukro en collaboration avec la Poste de Côte d'Ivoire au lancement de la Maison du Citoyen. Quel est l'objectif de ce portail, monsieur le ministre? En fait, la maison du citoyen, c'est un concept. Donc, on lance à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est la maison du citoyen qui est en physique, donc qui est en collaboration avec la Poste, enfin, sur Yamoussoukro, donc le site pilote qui était ouvert donc, la semaine dernière, donc mardi dernier, si mes souvenirs sont beaux. Donc, l'objectif sera qu'un citoyen puisse aller dans ces locaux, demander des actes, où qu'il soit. Donc, par exemple, quelqu'un qui est né à Ouangolo part à la Poste de Yamoussoukro, demande son acte et il soit servi au niveau de la Poste de Yamoussoukro sans qu'il ait besoin de repartir dans sa ville de natale, donc à Ouangolo, pour avoir son acte. Donc voilà, donc c'est pour vraiment réduire la fracture territoriale. Pareil, en étant à la Poste de Cocody, on peut demander son acte de naissance. Oui, ça sera à terme. Après pour l'instant, oui, pour l'instant, le pilote à Yamoussoukro, et puis après, oui. on va le déployer dans plusieurs villes. Donc l'objectif en 2020, c'est de le faire après Yamoussoukro, de lancer à Korogo et à San Pedro. Et en 2021, on va le déployer dans d'autres villes. Et ça se fait de manière digitale, si j'ai bien compris. Oui, ça se fait de manière digitale. Maintenant, après aussi, il y a le concept de la maison des citoyens virtuelle. Voilà. Donc il y a le site servicepublic.gouv.ci, sur lequel aujourd'hui, vous avez près d'une centaine, voire même 200, si mes souvenirs sont bons, de procédures d'information. Donc vous avez besoin d'un acte d'administration, vous allez sur le site et vous explique ce qu'il faut pour y arriver. Ça, c'est la première étape. D'ici la fin de l'année, on espère avoir des procédures dématérialisées. C'est-à-dire que directement du site servicepublic.gouv.ci, vous puissiez faire certains actes et que vous soyez servi directement dans une poste. C'est bien ça. Donc ça, c'est l'objectif. Donc au fur et à mesure, donc sur la virtuelle, il y a la maison virtuelle, sur laquelle on va mettre des choses. On a commencé sur la pose d'informations. Et après, on continuera sur la dématérialisation, digitalisation. Et puis la maison physique aussi, où on peut faire certains actes de manière digitalisée. Je ne sais pas si ma réponse est claire, ça vous convient? Oui, de façon très concrète. Moi, je suis né à Boaké, monsieur le ministre. Je suis à Abidjan. Et chaque fois que j'ai besoin de faire un acte de naissance, il faut que je délègue quelqu'un à Boaké pour aller
c'est la préfecture, la préfecture à la mairie. À la mairie pour pouvoir mettre tout en œuvre pour que je puisse. Donc à partir de maintenant, c'est plus. Enfin, je veux dire, dans un délai très bref. C'est bien ça, vous n'aurez plus besoin d'aller à Bouaké pour avoir ça. Vous pourrez l'avoir directement d'Abidjan ou de la ville où vous serez en Côte d'Ivoire. Donc je me rendrai dans un bureau de poste. C'est un bureau de poste, notre bureau d'administration pour le faire. Oui. Et même pour je vais dire, même pour l'établissement de certains documents, on m'a demandé par exemple l'extrait de naissance ou bien le certificat de nationalité. Moi, ma question serait dans le sens de pourquoi n'a-t-on pas réussi à mettre en place, comme c'est le cas pour les entreprises, un identifiant unique pour chaque individu qui permettrait, par exemple, lorsqu'on veut demander un certificat judiciaire ou un autre document, de juste donner ce numéro d'identifiant numérique, en fait. C'est ça, oui. Mais en fait, si vous voyez, si vous regardez un peu, c'est presque en cours, puisque pour ceux qui ont renouvelé la carte d'identité, on a repris les numéros de 2008-2009 quand on a fait les anciennes cartes d'identité. Donc après, il faudrait voir donc avec le ministère de la Sécurité et de voir si ce numéro-là peut être utilisé comme numéro d'identifiant unique. Voilà, identifiant unique. Voilà, c'est bien ça. Mais en fait, si vous voulez, quand je prends l'exemple de Social Security Number, comme vous le dites, il part sur des critères avec la masculinité, masculin, féminin, ainsi de suite. Là, pour l'instant, c'est un numéro qu'on a sorti à partir de la date d'établissement de l'acte. Est-ce qu'on conserve cela ou est-ce qu'on passe sur un autre numéro avec un identifiant qui soit reconnaissable parce qu'il est propre à notre personnalité? Ça, il faut qu'on se pose la question. Par exemple, un individu. Exactement. Pour ceux qui viennent de net et puis pour ceux qui sont nés depuis longtemps comme nous, on trouvera quelque chose qui va avec nos caractéristiques. Qu'est-ce qu'on rencontrait comme difficulté dans l'établissement de ce projet, envie de dire Salvateur, qui est censé permettre aux citoyens d'être dans de meilleures conditions? C'est des problèmes de connexion avec les autres entités qui interviennent dans l'établissement d'un document? Oui, puisque en fait, si on veut qu'en un seul lieu, on puisse faire tous les actes. Donc bien évidemment, il faut qu'on travaille avec toutes les administrations. Puisque aujourd'hui, quand vous avez un acte, vous devez aller dans chacune des administrations concernées. Là, on veut en un seul lieu avoir tout. Donc bien évidemment, il faut qu'on travaille tous et toutes en lien. Donc soit en interconnexion électronique, soit que du point de vue relationnel et procédural, on puisse communiquer. Est-ce qu'il n'y aura pas des pertes d'emploi? Parce que lorsqu'on parle de digitalisation, forcément, l'inconvénient et les conséquences directes, c'est la perte d'emploi. La perte de travail pour certains. Qu'est-ce que vous recommandez alors? Qu'on arrête alors? Non, qu'on n'arrête pas. De toute façon, lorsqu'on avait on a eu les véhicules, on a perdu les chevaux, la motricité par exemple. Donc forcément, il y a un changement, il faut s'adapter. Mais c'est la question que je vous pose. Qu'est-ce que vous avez prévu? C'est le progrès. Pour l'adaptation. Ça n'arrête pas le progrès. Ça va générer de nouveaux emplois. Bien sûr. Donc on ne s'arrête pas forcément au fait que on va générer de nouveaux emplois, de nouvelles compétences, ils sont formés, feront d'autres choses. Donc je ne dis pas que... Un recyclage des agents, certains agents en tout cas. Une évolution des compétences, je dirais plutôt. Parce que Madame Edith Broubleu disait tout à l'heure que les hommes sont réfractaires au changement. C'est peut-être parce qu'ils ont peur que ces changements-là, on dit les machines viennent prendre la place des hommes. C'est ça. Est-ce qu'on pourrait rassurer les... Non, mais la chose qui est la plus importante dans un changement, il faut avoir l'effet bénéfique. Qu'est-ce qu'ils ont y gagné? C'est vrai que si on dit changer, c'est perdre, c'est sûr que ça fait peur. Mais si on dit changer, c'est gagner, ça ne fait pas peur. Donc il faut que ce soit un changement gagnant. Donc n'ayez crainte. Donc je comprends que vous ayez que vous pensiez à l'emploi de certains agents. Ils n'ont rien à craindre, bien au contraire. On va améliorer la condition de travail. Donc ils ont tout à gagner. Absolument. Rien à... Alors moi, j'allais poser la question justement de la sécurité des données. Si justement on passe à cette phase de digitalisation... Vous êtes bien renseigné. C'est le cœur du problème. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où vos données sont dans un endroit non sécurisé, elles sont accessibles à tous et à toutes. Donc bien évidemment, il faut que tout ça soit bien renforcé, que la sécurité logique, la sécurité informatique soit bien précisée. Donc on est aujourd'hui en train d'élaborer la politique nationale d'informatisation. Donc tous ces aspects seront pris en compte pour être sûr que vos données, si elles sont digitalisées, soient sécurisées. Sans ça, ça n'a pas d'intérêt, bien au contraire. Et je pense que la Côte d'Ivoire fait partie, en tout cas au niveau de l'Afrique, s'occupe de tout ce qui concerne la cybersécurité, développer une politique en fonction de ça. Donc on a parlé de perte d'emploi. Peut-être qu'on aura un gain d'emploi à ce niveau concernant des experts en cybersécurité pour protéger les données, les différentes données de l'État, par exemple. Moi, ce que j'aime bien, c'est que vous avez les questions, vous avez les réponses en même temps. Donc mon point. Donc voilà, vous avez trouvé la réponse. En tout cas, merci. D'accord. Oui.
Monsieur le ministre, en ce qui concerne cette procédure hein, qui est à saluer, il faut le dire, parce que l'objectif est de réduire la lenteur, vous ne voulez pas qu'on le dise, mais de permettre que les citoyens soient satisfaits. Ça coûte quelque chose à l'État, ça coûte très cher en ce moment. Non, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas que ça coûte, c'est que ça va gagner, on gagnera avec ça. Parce que, bien évidemment, je prends l'exemple du papier. Aujourd'hui, beaucoup d'actes sont faits du point de vue, c'est du papier, ça a un coût. Donc on dépensera moins en papier, on dépensera plus en autre chose. Donc au final, je suis persuadé qu'à terme, l'État y gagnera. C'est le premier volet de la question. Le deuxième volet qui parle toujours du coût, qu'est-ce que ça va coûter à l'individu? Exactement. Ce sera la rapidité. Il aura son acte beaucoup plus vite. Donc ça ne lui coûtera rien de plus. Le coût des actes va être le même. Maintenant, après, c'est sûr que la rapidité a un coût. Mais si la personne est chez elle et puis va sur une plateforme de paiement, paye, reçoit son acte, ça ne lui coûte rien. Il y a même l'économie du déplacement. Donc la personne y gagne. Dans d'autres pays, demander un acte de naissance, c'est gratuit. Alors, est-ce qu'on pourrait éventuellement, vu que ce processus justement va alléger les coûts, on va dire, au niveau de l'État, est-ce qu'on pourrait éventuellement tendre à ça? Combien ça coûte pour demander un acte de naissance? Moi, en tout cas, j'ai dû payer 500 francs multiplié par 5 parce que je ne voulais pas pour les timbres. Oui, c'est le timbre fiscal. Oui. Donc voilà, le coût du timbre, c'est le coût du timbre. Donc si ça vous permet d'authentifier. Donc ça, c'est pas un coût marginal. Pour certaines personnes, ça a un coût. Parce que, par exemple, en France, quand on veut demander un acte de naissance, on va sur un site internet, on demande sur la plateforme et on le reçoit avec l'enveloppe est timbrée, mais gratuitement. Oui, c'est la France, ils sont riches. Nous, moi à l'époque, moi qui suis plus âgé que vous, quand j'allais demander un extrait de naissance en France, ça me coûtait de l'argent. Donc justement, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on tendrait vers cette évolution? On verra. C'est fait pour la Côte d'Ivoire, mais ça sera également possible pour les Ivoiriens de l'étranger. Par exemple, ceux qui demandent leur passeport, ça va peut-être réduire... Une maison virtuelle est virtuelle. Mondialement, ça sera virtuel, donc il n'y aura aucun problème. Okay. Non, pour le passeport, c'est autre chose, parce que le passeport, c'est un document physique. Donc il faut que le document là, il arrive. Donc on pourra pas faire la demande, et j'espère bientôt, oui. Ça se fait déjà d'ailleurs. On fait le paiement en ligne pour le passeport, on pourra recevoir son passeport à domicile, pourquoi pas? J'ai lu entre vos lignes, Brice. Oui, je pense que... Non, moi, j'ai rien lu du tout. J'ai rien lu du tout. J'ai rien lu du tout. On va passer à une autre étape de cet entretien qu'on appelle ici le sans joker. D'accord. Donc, on n'a pas le droit de relance, mais vous également, vous n'avez pas le droit de ne pas répondre. Vous pouvez dire « je ne réponds pas », mais pour nous, ça sous-entendrait que vous bottez en touche. Et les gens qui regardent l'émission diraient « non, le ministre a botté en touche, il aurait pu répondre à la question, les journalistes l'ont bloqué ». Franchement, je peux vous dire que ce n'est pas une bonne idée. Dans la vie, il faut être humble, hein, on ne peut pas. Je sais petit conseil. Il ne faut pas se promettre. Parler de solidarité, je préfère être solidaire. Vous dire mieux vaut que vous répondiez aux questions. Voilà. D'accord, très bien. Jingle sans joker. Monsieur le ministre, je vais permettre à Ariana Assi de poser la première question pour pas qu'il y ait l'impression que je... D'accord. Alors, en avril 2020, un mois avant votre nomination au gouvernement, vous aviez été nommé comme directeur général de l'opérateur télécom GVA, donc Vivendi Africa. Une filiale du groupe Vivendi. L'offre de ce groupe était-elle finalement moins séduisante que cette nomination? Je ne peux pas botter en touche, déjà répondre. Non, c'est pas ça, je veux dire... Il y a différents niveaux. Je pense que Vivendi, c'était une offre très alléchante, très intéressante, un très beau projet. Maintenant, quand on a la chance et l'honneur de se faire appeler par le président de son pays pour représenter le pays, devenir ministre de la République, ça se refuse difficilement. Donc, je ne peux pas refuser cette offre-là parce que c'était pour moi un autre niveau dans ma carrière, arriver à d'autres responsabilités au niveau national. Donc, je ne pouvais pas refuser. Et justement, voilà, vous évoluez dans un contexte assez privé. Qu'est-ce qui vous pousse vers ces implications politiques, justement? Mais la politique, déjà, c'est pour faire du bien aux autres. Pense au bien de la population. Donc, au-delà du privé, le privé pense à un bien, mais un bien qui est un peu personnel derrière, bien d'un groupement. Là, on pense pour le bien de l'État. On pense pour le bien de la population. Je pense pour votre bien. Je vois elle qui est souriante, voilà, je vois vos sourires. Donc, on veut garantir votre sourire. Donc, voilà, donc, au final, c'est ça. Donc, c'est une responsabilité nationale, c'est développer un pays. Il y a beaucoup d'enjeux, des enjeux économiques, d'enjeux de sécurité, d'enjeux de développement, d'enjeux de digitalisation. Et vraiment, prendre part à ce projet, je ne peux pas le refuser. Donc certains m'ont dit, je vais vous couper la parole. Mais oui, pourquoi tu parles maintenant? Je dis, mais je ne refuse pas, bien au contraire, je suis heureux, engagé, fier de cette équipe-là. Et je profite aussi pour remercier le président de la République de m'avoir fait appel avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, personnellement. Pour moi, c'était vraiment une fierté. Alors justement, on parle un tout petit peu de politique, monsieur le ministre. Je rappelle que vous êtes prince
Oui, si on veut, oui. Ben oui, vous êtes la famille royale d'Abengourou, vous êtes le fils de Sa Majesté Nana Boakossi III. Tout à fait. Exactement, roi de l'Indénie. Et au regard de votre ancienne appartenance au GPS, oui, d'accord. Votre nomination en tant que ministre de l'Administration et de l'Innovation des Services Publics était perçue par de nombreux médias comme un coup stratégique, géopolitique, même pour permettre au RHDP d'avoir un positionnement stratégique en pays ami. Quel est votre commentaire? Je ne mets pas en touche, je vais répondre. Bien évidemment, bien sûr. Non, l'appartenance au GPS, je peux répondre. Hein. Oui, je vais répondre clairement. Mais ce qui s'est passé, je ne vais pas rentrer dans je vais pas être trop long puisque je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est que c'était une erreur, une incompréhension. Parce que après certains échanges, M. Soro-Guillaume, le président Soro-Guillaume m'a amené un message pour me dire « Vous n'êtes plus membre de mes instances ». Donc voilà, donc après j'ai échangé avec le président Alassane Ouattara qui m'a dit qu'il comptait sur moi parce qu'il pense qu'il veut mettre en place une nouvelle équipe pour diriger la Côte d'Ivoire, que je pouvais être membre de cette équipe-là. Donc j'ai accepté sans réfléchir, vraiment avec plaisir et bien au contraire. Donc il n'y a pas de problème. La partie du GPS, je n'ai pas milité au GPS, je n'ai jamais milité au GPS, donc j'assume pleinement le fait d'être membre du RHDP, membre de l'équipe gouvernementale, et puis nous sommes prêts pour les élections et pour la victoire. Et comment voyez-vous votre avenir après ce passage, en tout cas dans ce ministère? Est-ce que vous pensez continuer ou retourner dans le privé? Pour l'instant, la première chose à laquelle je pense, c'est de participer à l'équipe qui va gagner les élections. Bon, je n'ai pas fait le coup d'un coup KO, mais je peux le faire, mais je ne vais pas le faire ici. Voilà, donc c'est participer à l'équipe qui va, enfin déjà l'équipe gouvernementale, j'y suis, donc pleinement jusqu'au 31 octobre, en espérant que ce que je fais au quotidien va plaire au Premier ministre et au Président de la République. Après, participer aux élections, activement, dans la place dans laquelle je serai, je ne sais pas quelle sera ma place, mais tout ce que je pourrais faire pour que l'équipe gouvernementale et le Président de la République, qui a un bilan à défendre, gagne, je le ferai. Et après, si on me rappelle au gouvernement, je le ferai avec plaisir. Si on me libère, je me chercherai. Dans le privé. Vous dites justement... Je me chercherai. Ou encore, je ne sais pas. À la FTV, vous avez de la place? Oui, chroniqueur. Voilà, par exemple. Il n'y a pas de problème, monsieur le ministre. Et justement, vous êtes au gouvernement, vous avez peut-être une réponse pour nous, je dis peut-être, concernant le passeport de Laurent Gbagbo. On en parlait à cette émission. L'ambassade nous disait que le gouvernement traitait la question. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? De ce que je sais, puisque c'est un problème judiciaire. Donc, et puis, il y a une entreprise qui gère les passeports et puis un groupe qui gère les passeports. Donc, vraiment, ce n'est pas un problème du gouvernement. On traite beaucoup d'affaires au gouvernement. Ça fait pas partie des sujets qu'on traite. Donc, il y a une procédure pour les passeports donc, qui est en cours. Et aussi, je pense que le président Laurent Gbagbo a aussi son exil. Enfin, le fait qu'il ne soit pas en Côte d'Ivoire, il y a des problèmes judiciaires, enfin, des problèmes que je ne maîtrise pas trop, pour être franc, même si je ne botte pas en touche. Donc, je pense que c'est en cours, mais ce n'est pas un problème du gouvernement. Et est-ce que vous pensez qu'en tant que fils de ce pays, Laurent Gbagbo devrait pouvoir revenir dans son pays et participer à la réconciliation nationale? Je pense qu'on a parlé depuis 30 minutes, on est réconcilié, il n'y a pas de problème de réconciliation. Maintenant, après le président Laurent Gbagbo, il est libre. Vraiment, moi, j'ai un cousin qui vit en France, j'ai appelé il n'y a pas très longtemps, je dis mais rentre avec nous pour vivre avec nous. Puis il réfléchit. Donc après, il est libre de décider s'il veut rentrer ou pas. On est prêt pour rentrer. Mais comme un pays est organisé, il y a des règles. Bon, voilà, c'est un sujet que je ne maîtrise pas, donc je n'ai pas dit de bêtises. Mais s'il veut rentrer, et puis il peut rentrer, et qu'il rentre. C'est ouvert. Monsieur Roger Adam, je rappelle que vous êtes ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation des services publics. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir éclairé les lanternes des uns et des autres, d'apporter des précisions aux questions que nos téléspectateurs se posent. Merci encore une fois. Et puis, les portes et les fenêtres aussi de la FTV vous sont toujours ouvertes. Vous venez quand vous voulez. Si vous voulez être chroniqueur, il y a de la place. On vous souhaite une excellente soirée. On verra le 2 novembre. Merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis pour ce rendez-vous du Live Talk. On vous donne rendez-vous demain, ici même, sur ce même plateau, avec plus d'entrain, avec de nouvelles informations et l'actualité toujours sans filtre. Merci de rester de Live TV. D'ici là, que Dieu vous garde.